vais animer cette table ronde qui réunit 3 auteurs, écrivains et surtout qui ont eu un pied dans l'édition, ce qui est le thème qui vous intéresse, et donc montrer les liens entre les auteurs et les éditeurs, sur que ce soit la passion ou la technicité. Parmi nous, donc, nous avons Samuel Delage, qui après des études scientifiques, qui a un début de carrière scientifique, un début de carrière qui a été un peu long quand même, mais ce n'est que le début de ta vie. Tu es parti dans ta passion, qui est celle de l'écriture. Tu es auteur, scénariste, chroniqueur, audiovisuel, et puis tu as créé le réseau des petits mots des libraires, pour que les libraires puissent partager leur coup de cœur et que ça soit accessible aux lecteurs. Julien Calderoni, donc auteur, scénariste de jeux de rôle, anthologiste, et tu as monté en 2013 une maison d'édition qui appartient plutôt à la petite maison d'édition pour relancer une série phare des années 80 dans le mauvais genre, on va dire ça comme ça. Vraiment. Et enfin, et non des moindres, Manon Tardy, qui est correctrice, adaptatrice indépendante, anthologiste, membre de jury pour des grands prix de l'imaginaire, notamment les Utopiales, si vous connaissez, qui est le plus grand salon de l'imaginaire français à Nantes. Et nous allons pouvoir parler de l'édition. Mais avant ça, on va parler des auteurs. Parce que ce qui est intéressant dans l'édition, c'est que ce n'est pas un métier qui peut vivre sans auteurs. Les créateurs de richesse restent quand même les auteurs. Qu'est-ce qui pourrait pousser, à un moment donné, donner envie à l'écriture et surtout à publier et donner envie de partager quelque chose qu'on écrit? Samuel. La première question me revient. Merci. De rien, un plaisir. Ce qui peut vraiment pousser je dirais que au regard maintenant de mon parcours, qui était dans l'informatique au départ, donc très très loin finalement du monde littéraire, après avoir publié plusieurs romans auprès de Belfond, Albin Michel et bientôt La Martinière là maintenant, et puis aussi pour avoir travaillé en permanence dans l'audiovisuel avec des productions comme Gaumont, UGC, des quantités de productions chez Media One, et travaillé donc avec des directeurs et directrices littéraires. C'est un peu la même chose que je retrouve dans l'édition et dans l'audiovisuel, et aussi ce qui finalement m'a poussé à quitter mon job d'ingénieur pour ne vivre plus que de l'écriture, c'est la passion en fait. C'est clairement l'envie, le désir de raconter des histoires, de partager des émotions. Et quel que soit le médium, que ce soit le livre, ou la série télé, ou les films de cinéma, à chaque fois ce sont les mêmes motivations de départ, parce qu'on sait que de toute façon, l'écriture d'un livre, ou d'une série, ou d'un film de cinéma, c'est quand même la grande aventure. Donc il va falloir une grosse dose d'énergie et de passion, fédérer aussi des professionnels au maximum autour de nous, pour réussir à emmener un petit peu ce travail jusqu'au bout, parce qu'il y aura pas mal d'obstacles à franchir en fait. Ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est le rapport aux médias et la multiplication des médias qu'il peut y avoir pour partager cette passion. Julien, de ton côté, tu as été scénariste de jeux de rôle. On parle assez peu de tout ce qui est l'édition des arts ludiques, et pourtant ça reste une énorme part du marché de l'édition. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rapport avec les scénarios de jeux de rôle? Oui, tout à fait. Alors moi, en fait, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à ce qui m'avait conduit aujourd'hui à passer des heures derrière un clavier dans une activité assez solitaire finalement, qui est pas toujours garante de succès ou quoi que ce soit. En fait, c'est le rapport au jeu, je pense, le rapport au côté ludique, c'est-à-dire quand on est petite, on joue avec ses bonhommes, on écrit, on invente des histoires. En grandissant, on lâche un peu les bonhommes, ça commence à faire un peu bizarre. Moi, j'ai trouvé le média du jeu de rôle qui permettait de vivre des aventures, de continuer à se raconter des aventures, et puis même pour le coup de les partager avec des amis. Et puis après avoir écrit pas mal de jeux de rôle et donc de scénarios de jeux de rôle, en fait, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que quand on écrit un scénario de jeu de rôle, on écrit une histoire prête à jouer, avec une situation de départ, des personnages, des antagonismes, etc. Et on la livre à d'autres. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ces histoires-là, moi, j'avais envie de les jouer moi-même, de les raconter moi-même. Et de là, j'ai franchi le pas vers la littérature, l'écriture populaire, de manière à plus fournir les jouer aux autres, mais à jouer avec moi-même, quoi, en fait. Et pour le coup, beaucoup d'auteurs de jeux de rôle disent, une fois qu'ils sont passés à l'écriture, c'est complètement différent, etc. Alors évidemment, on ne rend pas la même chose quand on rend un jeu de rôle ou une campagne de différents scénarios que quand on rend un roman, c'est pas la même manière, mais la base, l'idée de proposer une histoire, une intrigue qui va se développer, c'est la même.
avec le romancier qui a un peu plus de contrôle, ça se passe exactement comme il veut. Alors, le principe du contrôle, c'est aussi une notion qui m'intéresse. Manon, on l'a dit, tu as été anthologistes, tu as été correctrice, adaptatrice, mais tu es aussi écrivaine à tes heures perdues, dans le jeu de rôle et dans le roman, et tu as aussi travaillé sur des écrits qui sont beaucoup plus scientifiques et techniques, comme des mémoires, des thèses. Quel est le rapport à l'appropriation de l'œuvre quand tu travailles sur ce que toi tu fais, ce que tu penses, et ton rapport avec le fruit de l'imagination de quelqu'un d'autre? Le fruit de l'imagination de quelqu'un d'autre. Moi, je sais que quand j'ai commencé à écrire au début, c'était plutôt de la frustration. C'est-à-dire, j'ai commencé à écrire des fanfictions sur Internet quand j'étais ado, il y a 15 ans, parce qu'il n'y avait pas ce que je voulais dans les romans. Donc, je voulais créer mon histoire à moi. Et puis après, mes vrais premiers écrits, effectivement, c'est des articles académiques. Les articles académiques, c'est extrêmement normé. On ne peut pas écrire ce qu'on veut. On est encore plus frustré. On n'a pas le droit de mettre de la première personne. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Et donc, j'ai commencé à écrire de la fiction pour décompresser aussi de l'académique, en fait, de l'universitaire à côté. Et pareil, je pense que les personnes qui écrivent, on a des personnes qui parlent aussi beaucoup, peut-être parce qu'on a tout le temps des histoires à raconter. On adore créer des choses. On peut voir juste une scène dans la rue, dans un parc, quelque chose, et ça va nous donner le début d'un roman. Parce qu'on a l'imagination qui travaille en fait sans cesse. Et je pense que c'est aussi très cathartique de sortir ça par l'écriture. Et après, le faire profiter à un public, ça c'est un stade supérieur en fait, qui vient après. Et après, donc, tous les trois, vous avez eu vos idées, ce que vous avez voulu sortir, soit par frustration, soit par envie, soit par désir, et vous le donnez à quelqu'un d'autre qui rentre donc dans la sphère de l'édition, qui est l'adaptation au marché. Quel est ce ressenti d'abandonner son idée aux mains de quelqu'un d'autre, Samuel? Alors là, c'est intéressant comme question, et justement, j'ai vu la différence entre l'édition traditionnelle, classique, de la publication avec des éditeurs, et aussi avec la partie audiovisuelle. On va voir qu'il y a plein de convergences entre les deux. Mais à un moment donné, effectivement, ce qu'on a produit nous, ce qu'on a écrit, ce qu'on a imaginé, ce qu'on a vécu comme histoire et comme émotion à travers nos personnages, à un moment donné, on le remet à quelqu'un qui va forcément nous dire, bon, on va adapter, on va changer ça, on va bouger certaines lignes, parce que le marché l'exige, comme tu disais tout à l'heure, voilà, il y a vraiment cette question de marché. Dans l'édition, on a quand même beaucoup de liberté, beaucoup plus que dans l'audiovisuel. Donc ça, c'est quand même le plaisir avec les éditeurs. Enfin, chaque fois que j'ai eu une relation avec un éditeur, ça a été, c'est génial parce qu'on a un véritable échange, on s'entend sur des émotions, sur des intentions, et globalement, je dirais qu'en tant qu'auteur, et même pour avoir discuté avec beaucoup de mes camarades publiés chez Albin Michel ou Belfond, qui connaissent pour certains des très très grands succès, globalement, on va valider quand même les contraintes qu'on nous donne en face, où les échanges sont motivés par des choses, on va dire, cohérentes et raisonnées. Donc on peut ne pas forcément se laisser aller avec un ego trop important. Donc on arrive à trouver un point de convergence. Par contre, des gens qui sont très très fermés sur leur texte, qui ne seraient pas assez ouverts, ça c'est un peu plus délicat parce qu'il va falloir accepter des retours aussi des fois qui sont un petit peu difficiles, ou faire l'abandon de certains personnages ou de certains désirs qu'on pouvait avoir, mais qui ne sont qu'une satisfaction personnelle ou une psychanalyse personnelle peut-être sur certains personnages, mais il faut quand même que ça intéresse les lecteurs, et ça c'est important parce qu'il faut quand même voir que l'éditeur va engager quelques dizaines de milliers d'euros, pour pas dire beaucoup plus, dans certains cas, pour publier un texte. Donc effectivement, c'est aussi une entreprise, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Et je ne parle même pas de l'audiovisuel, où là on parle en millions de... Voilà, donc c'est très cher. Et puis, comme je dis, la comparaison, par exemple, ça va être assez intéressant de se dire, on peut être romancier ou romancière, par contre on serait peut-être moins à l'aise en étant scénariste de l'autre côté, parce que on doit coécrire beaucoup, travailler avec d'autres. Donc là, ça rejoint un petit peu ce que tu dis, de travailler avec un éditeur, les retours, etc. Mais quand on travaille avec co-auteur, pour l'écriture audiovisuelle, avec des réalisateurs qui vont avoir leur mot à dire, des comédiens très influents qui auront leur mot à dire aussi. Tout le monde va intervenir sur ce projet qu'on a eu au départ et qui nous échappe un peu, même parfois beaucoup, pour pas dire un changement de genre ou un personnage qui devient masculin ou féminin. Enfin, il y a des grosses transgressions entre l'idée originale. Donc, il faut faire preuve d'une certaine abnégation, je dirais, voilà, pour accepter certaines choses. Et en même temps, c'est aussi redécouvrir son œuvre, des fois. Redécouvrir son idée de départ et trouver de meilleures idées, de se dire « Ah là là, j'aurais pu la raconter comme ça encore, c'est super ». Donc c'est une revisite. Et je compare des fois l'écriture de romans avec l'écriture audiovisuelle. L'écriture de roman, c'est un peu faire du vélo en descente.
ça roule tout seul en fait. Et l'écriture audiovisuelle, c'est plutôt le VTT en montant un escalier, hein, puis il n'y a pas d'électrique là, donc c'est pas le même coup de pédale en fait. Et c'est vraiment cet effort-là entre les deux. Et c'est pour ça que finalement, d'être entre les deux, enfin pour ce qui me concerne, j'aime le travail très intensif, effervescent de la coécriture audiovisuelle. Et après, je me remets plus au calme dans mon écriture personnelle de roman. Mais avec du recul, avec un peu plus d'acceptation de certaines choses, et c'est aussi un plaisir après avec les éditeurs d'en discuter, et puis de travailler aussi sur les adaptations de ses propres romans. Moi je suis très visuel quand j'écris, donc je vois vraiment les choses qui pourraient se dérouler. Je me dis voilà, quand j'écris un roman, je fais attention, je me dis tiens, la coût de production, si je fais ça, ça va coûter 500 000 euros plus, ça va pas plaire, ça va être plus compliqué après de discuter que la production. Donc on essaie de trouver des passerelles intéressantes. Voilà, donc là par exemple, mon nouveau roman, je l'ai conçu quand même pas mal avec cette intention de série télé derrière. Et d'ailleurs, j'avais vendu les droits à 2 très grosses productions avant même de signer le contrat d'édition. Donc c'était une façon un petit peu entre deux mondes finalement, et puis de partager un petit peu ça. Mais c'est vrai que c'est une histoire qu'on a au départ, qu'on devra de toute façon partager avec des professionnels qui ont des contraintes. Il faut accepter quand même certaines règles du jeu. Là, tu parles donc de tes œuvres que tu partages avec d'autres. Julien, dans ton travail d'éditeur, quand tu étais dans ta maison d'édition, tu recevais des textes d'autres auteurs. D'abord, la première question, c'est comment est-ce que tu fais ton choix ? Alors, nous, c'était vraiment une petite structure pour le coup, même si on a essayé de la développer. Donc, le choix, il a plutôt été de notre côté, c'est-à-dire qu'on est allé démarcher des auteurs qu'on appréciait, qui avaient pu écrire dans ces genres-là, parce qu'on parle de collection gore, donc des récits un petit peu sanglants, un peu, voilà. On est allé chercher des auteurs qui avaient déjà travaillé un peu dans ce style-là et dont on aimait les œuvres, qui pour la plupart, on a eu de la chance, ont répondu présent. Donc voilà, déjà ça pose un peu le postulat de départ, c'est un peu nous qui sommes allés chercher les personnes. On a un peu moins eu de propositions d'autres personnes que nous ne connaissions pas du tout, quoi. Et parmi les auteurs que vous êtes allés chercher, est-ce qu'il y en a certains qui étaient plus réfractaires que d'autres sur le travail de leurs œuvres ? Non, dans l'ensemble, on a eu de la chance. On a toujours pu travailler en très bonne intelligence. Après, c'est vrai que nous, on est quand même intervenu assez peu. Hein. On s'est borné à faire un travail éditorial à minima. C'est pas qu'on le prenait par-dessus la jambe, mais c'est que les textes étaient d'excellente qualité. On a fait quelques petites corrections, mais par exemple, on est très peu intervenu sur le cœur du récit, ou les épisodes qu'auraient pu, les passages qui auraient pu nous gêner, ou être trop longs, trop courts, machin. On a très peu eu à intervenir là-dessus. Donc pour le coup, les modifications éditoriales qu'on suggérait, elles sont passées sans aucun problème, quoi. Et toi Manon, donc toi tu interviens en tant que correctrice ou adaptatrice sous l'initiative de l'édition. Quelle est la différence entre ces deux facettes-là et l'édition en tant que telle ? En fait, l'adaptation, correction, c'est une maison d'édition qui a besoin souvent... Moi, je travaillais sur des récits qui avaient été traduits. En fait, c'était des traducteurs du japonais vers le français. Et ils n'étaient pas bons, hein, enfin, on peut le dire. C'était une maison qui payait pas, enfin, c'était une petite structure. Et en fait, c'était des jeunes traducteurs, donc ils avaient fait leurs études de master traduction, mais ils n'avaient pas fait des études de langue de français. Et donc, le français qui en résultait n'était pas publiable, en fait. Ils avaient besoin de quelqu'un qui venait changer ça. Et le problème, c'est vrai que des fois, ça se passait très bien, et des fois, il y a des petites frictions avec le traducteur qui disait tu as complètement changé ce que je voulais dire. Et là, c'était à l'éditeur de trancher. Est-ce qu'on donne la carte blanche à la traductrice ? Est-ce qu'on donne la carte blanche à l'adaptatrice ? Et là, ça dépendait. Et là, on peut rien dire, en fait. Et après, si le texte passe et que on m'a moins donné la main et que je suis pas tout à fait d'accord, c'est vrai qu'après, il y a ton nom dedans. Et tu te dis, ça reflète peut-être pas mon travail. Parce que c'est vraiment le choix de l'éditeur a tous les pouvoirs, en fait, sur le texte qui est publié. Ouais. Et dans ton travail d'anthologiste, donc tu as travaillé les anthologies. Qu'est-ce qu'une anthologie déjà ? Une anthologie, c'est un recueil de textes. Auteurs différents, même auteur ? Auteurs différents. Est-ce que dans une anthologie, c'est arrivé que tu refuses des textes parce que ce que tu avais récupéré n'était pas bon ou ne correspondait pas à ton idée ?
Alors oui, donc pour la précision, je suis anthologiste pour Imaginaire, pour l'association de Pierre-Marie, qui en est le président, et c'est vrai qu'il a... Tu fais attention à ce que tu vas dire. Non, ce que je veux dire, c'est que justement, je suis assez franche, en fait, quand je n'aime pas un texte. Et quand je n'aime pas un texte, je remets pas la faute sur l'auteur. Des fois, c'est juste l'appel à texte. Enfin, c'est pas dans le sujet du recueil de l'anthologie, tout simplement. Où j'en ai lu d'autres et je trouve que le niveau, il est peut-être pas assez haut parce qu'on en a lu plusieurs. Et c'est vrai que là, ça m'est arrivé plusieurs fois que tu me demandes mon avis et que je te dis non. Ce texte, je le veux pas. Je le veux pas. Ça veut pas dire que je veux plus travailler avec cet auteur. Peut-être l'année prochaine, il aura sa chance à nouveau sur un autre thème, tout simplement. Ou alors, je ne veux pas ce texte, mais si dans ses tiroirs, il en a d'autres qui sont intéressants, moi, je veux bien quand même les lire. Et après, on peut avoir effectivement quand même des débats. C'est arrivé que tu me demandes et que ça s'arrête là, et d'autres fois, t'es pas tout à fait d'accord, donc on met d'autres personnes. Et là, on voit la vie de tout le monde. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, parce qu'on se rend compte que vous verrez ça dans le milieu éditorial, dans les librairies, etc. Et avec vos voisins, vos amis, votre famille, on n'a pas les mêmes goûts. Et même des fois très différents. Et en fait, un éditeur, c'est quelqu'un qui est censé avoir un goût au moins sûr. Voilà, ça va plaire ou ça va pas plaire, mais ça sera sans doute bien écrit, où il y aura quelque chose d'intéressant, etc. Et là, il faut arriver à ce stade-là. Ça t'est arrivé, toi, Samuel, d'avoir un roman, je crois pas que tu écrives de nouvelles, un roman qui soit refusé? Alors, les romans refusés, en fait, c'est au départ, je me souviens, mon tout premier que j'avais écrit, qui est d'ailleurs plein de candeur et plein de mauvaises écritures, hein, soyons tout à fait sincères, il avait été refusé par un certain nombre de maisons d'édition. Ça fait partie du jeu. Après, il a été publié dans une petite maison d'édition et puis il a connu un certain succès dans cette maison, ce qui m'a ouvert les portes après aux autres. Excusez-nous, on s'était raté sur le premier rendez-vous. En tout cas, voilà, ça permet d'aider pour la suite. Les refus, c'est vraiment classique. Et ce qui est très drôle d'ailleurs, que ce soit même pour des romans ou même des projets de séries télé, vous allez avoir des refus qui sont simples, nets et précis, et en même temps vous avez un enthousiasme de l'autre côté. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. C'est quand même subjectif, il y a quand même une part déjà de connaissance du marché, mais en même temps de personnel. Des éditeurs vont être touchés par telle ou telle chose. Là, mon éditrice aux éditions La Martinière, quand j'ai envoyé mon manuscrit, donc déjà j'ai eu la chance d'avoir 5 oui d'éditeurs pour ce manuscrit, donc ça c'est quand même génial. Mais pourquoi est-ce que j'ai cédé plus à une éditrice en particulier? Parce qu'il y avait des accointances énormes avec le texte, et elle a vécu toute son enfance là où se passe mon histoire. Et elle a su m'en parler et me convaincre de vraiment travailler avec elle. Et ça, c'est des moments comme ça qui sont super importants. Et pour autant, même si j'ai eu plusieurs oui, il y a eu aussi plusieurs non. J'avais 2-3 éditeurs qui m'intéressaient. Et finalement, c'est pas plus mal que les choses se fassent pas avec eux, parce que j'aurais une meilleure place là où je suis. Mais voilà, il y a quand même de toute façon des noms, et ça fait partie du jeu. De toute façon, tous les textes les plus importants ont été refusés. Les Harry Potter, ça a été jeté des quantités de maisons d'édition. Les Dan Brown, c'est exactement pareil. Ça fait partie du jeu. Et on peut pas, mais c'est un tel investissement personnel, à la fois de l'auteur mais aussi de l'éditeur. Il doit être convaincu à 2000% qu'il va réussir à faire quelque chose de ce texte. Pour lui, pour son énergie, pour ses équipes et pour la viabilité de la maison d'édition. Donc il faut accepter et accueillir un nom. Et comme tu dis, on peut reproposer un texte après. Et puis la magie va opérer, les choses vont se faire. Donc, ça se retravaille. Exactement, tout à fait. Ouais. Julien, toi, tu as participé à une dizaine de maisons d'édition dans tes publications. Qu'est-ce qui, toi, te pousse à être avec telle ou telle maison d'édition? Est-ce que c'est le livre ou la thématique du livre? Est-ce que c'est la qualité relationnelle de l'éditeur, la qualité technique de l'éditeur? Eh bien, c'est assez varié en fait, parce que j'écris beaucoup de littérature populaire, mais dans pas mal de genres. Donc c'est vrai que si on a un texte polar, on va plutôt privilégier les éditeurs qui sont sur ce créneau-là. Si on est sur du fantastique, on va aller plutôt voir d'autres maisons d'édition. Et même après, au sein de ces petites familles, il va y avoir tel éditeur qui va avoir telle préférence pour tel type de récit, du fantastique, je sais pas, un peu à l'ancienne, policé, d'autres un peu plus rock'n'roll. Donc voilà, pour le coup, je vais essayer de cibler la maison d'édition qui me semble être la plus à même de porter ce roman-là. Avec des fois, j'ai pu me planter, parce que j'ai eu aussi effectivement des refus, et ça a trouvé leur place ailleurs. Des fois,
chez certaines maisons d'édition auxquelles je ne m'attendais pas forcément, et finalement, voilà, ils ont été intéressés. Alors, je pensais pas à eux au début. Donc, c'est plutôt ça. Après, là, pour mes dernières productions, je me suis fait une petite place chez mon dernier éditeur, les Moutons Électriques, qui qui est intéressé par ce que je fais et puis qui régulièrement me demande des nouvelles, qui peut aussi mettre dans son planning ma future sortie après que je l'ai pitché simplement sans forcément l'avoir écrit. Donc voilà, là c'est une marque de confiance que moi j'apprécie. Mais ils connaissent, donc ouais, ils apprécient. Voilà. Et c'est vrai que ça donne un peu moins envie d'aller tenter à droite à gauche, puisque pour le coup on est bien reçu, on est bien accompagné. Quand on imagine des auteurs en maison d'édition, on a surtout dans les grands noms Marc Lévy, Guillaume Musso, tout ça, et ce sont des auteurs qui sont toujours dans la même maison d'édition. Est-ce qu'il y a un rapport à la fidélité avec l'édition particulier ou il y a une construction? Maintenant, tu as quelque chose à dire? Oui, mais c'est assez courant qu'il y a une fidélité à l'éditeur ou l'éditrice, et quand l'éditrice s'en va, elle amène ses auteurs avec elle, ses auteurs et ses autrices. Donc indépendamment de la boîte dans laquelle il est. Okay. Oui. Il y a ça d'une part, et il y a aussi un autre aspect. Plus l'auteur va être bankable, donc va être important, donc il y a toujours un agent littéraire derrière. Faut savoir qu'il y a 1% des auteurs français qui ont un agent, entre guillemets. L'agent est le meilleur moyen d'être représenté en tant qu'auteur. Ce qui est nettement moins que les pays anglo-saxons. Exactement, mais le reste du monde, la France, ça a toujours été une espèce de paradoxe complètement différent Et c'est pour ça que quand on est français, on se dit on envoie un texte à un éditeur, mais jamais un Britannique ça lui arriverait, quoi. On s'adresse à un agent, on n'a pas le droit d'envoyer un éditeur. Et les éditeurs reçoivent pas le texte, ils disent d'abord aie un agent, et puis après voilà. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe dans les autres pays. Donc chez nous, c'est pour ça qu'il y a aussi ce système féodal quand même, où le grand éditeur décide de tout pour le petit auteur, donc c'est vraiment difficile. Et du coup, pour la fidélité, l'agent, après, c'est plus facile pour un auteur quand on a un agent. On ne parle pas d'argent avec l'éditeur, on parle que du texte. On est le bon flic, et puis il y a le mauvais flic qui va parler du reste de l'autre côté. Et donc justement, les agents vont s'occuper de cette gestion de l'auteur pour qu'il reste soit dans la même maison d'édition en lui négociant ce qu'il y a de mieux pour lui, et puis sinon, quand on change, les choses sont différentes. Je pense à Viviane Ami, par exemple, avec Fred Vargas. Donc Viviane Ami, elle avait son auteur phare, Fred Vargas, c'était 90% de son business, quoi. Donc, et puis Fred Vargas, c'est plutôt une autrice qui est un peu dans l'ombre, on la voit pas beaucoup sur les salons, on la voit pas beaucoup sortir forcément, donc elle a son agent qui gère. Et malgré l'attachement qu'elle pouvait avoir à son éditeur, l'agent a jugé qu'il était quand même important qu'elle change, et quand elle est partie, déchirement, mais Viviane Ami, 90% de business en moins, quoi. Quand Guillaume Musso a bougé du groupe Editis pour aller chez Hachette de l'autre côté, Calman Levy, c'était pas sans heurts non plus, quoi. Donc il y a ces grands mouvements, mais après c'est vraiment des phénomènes à part, parce que ça concerne très peu. C'est les grands auteurs. Pour les petits auteurs, c'est fatigant de changer de maison d'édition, de trouver des éditeurs, de renégocier les contrats, J'ai un ami, il a sa, je crois, 12e maison d'édition, et il fait des trucs super, et là apparemment ils veulent le garder, il est super content, parce qu'ils lui ont dit on va te prendre tes 3 prochains romans, etc. Et il est soulagé parce qu'il a un travail à côté. La plupart des auteurs travaillent, ne vivent pas du tout de cette activité, et donc rester chez le même éditeur, c'est un confort, c'est vraiment... Après, ce qui dépend aussi chez l'éditeur, c'est l'éditeur, il a forcément quelques auteurs phares, donc il faut absolument les mettre en avant pour permettre c'est aussi, certains auteurs vont dire oui, voilà, c'est une écriture populaire, certaines stars qui sont là, n'empêche qu'ils font venir du monde en librairie. Ils permettent aussi à des éditeurs de vivre et de miser sur de nouveaux auteurs. C'est important qu'une maison d'édition ait des auteurs phares qui marchent, même si la qualité littéraire peut être discutable du point de vue de certains auteurs ou de certains libraires, mine de rien, c'est grâce à eux qu'on peut investir sur d'autres auteurs. Typiquement, chez Gallimard, ils publient des textes de poésie. On sait très bien qu'en France, la poésie, ça ne marche pas. Pourtant, c'est peut-être les plus grands écrivains, d'ailleurs, qui font de la poésie. Mais ils ont à cœur d'avoir cette ligne éditoriale. Ils savent qu'ils le publient à perte. Ils le disent même à l'auteur. On fera une petite publication pour tes poésies. Mais on sait que ça ne marchera pas, mais on y tient. C'est dans notre collection, c'est dans notre ADN. Donc c'est quand même très louable aussi. Mais c'est grâce aussi à d'autres textes qui cartonnent qu'on peut avoir ce genre de possibilités, quoi. On parle beaucoup de l'éditeur avec un grand E, mais en fait c'est toute
toute une galaxie de petits emplois à l'intérieur qui ont chacun leur technicité et leur importance. Est-ce que l'un de vous est capable de me dire qu'est-ce que regroupe en fait l'édition en termes de métier, de corps de métier et surtout d'interaction? Alors, je crois qu'il y a Manon qui... Oui, mais Vas-y, non. on peut tous dire. Hein, Complètement, des expériences différentes. Vas-y. Ouais. Il y a alors les droits étrangers. Il y a quelqu'un qui va travailler sur les droits étrangers. Vraiment la partie en fait. Comment on récupère un auteur étranger dans une publication française, dans une maison d'édition française? Il faut aller acheter les droits chez son autre éditeur. Il faut avoir aussi des lecteurs qui repèrent en fait des textes qui fonctionnent à l'étranger. Donc en fait on va avoir le sorte de comité de lecture, on va avoir des traducteurs, on va avoir tout ce qui concerne les droits des auteurs aussi. Alors quelqu'un souvent qui est expert dans les contrats. On a l'éditeur, on a la com, donc un chargé de com, on a des assistants éditoriaux. Puis il y a tous les community managers aussi maintenant, ces équipes un chargé de com, community manager. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi? Après, ça va dépendre de la taille des maisons d'édition. Oui. Et c'est vrai qu'il y a maisons d'édition indépendantes et puis maisons d'édition qui sont dans des grands groupes. Et donc, du coup, ils mutualisent les services. Par exemple, un groupe. Alors là, ça va être très intéressant. Typiquement, là, quand j'étais chez Belfond, ma responsable librairie, qui s'occupe des librairies, puis il y a un responsable librairie, grande librairie parisienne, etc., et puis un responsable en région, ils ont mutualisé leurs services. Parce qu'une maison d'édition, finalement, elle a des coûts internes qui peuvent être importants. Et quand on appartient à un groupe, il y a un responsable librairie qui va faire Michel Lafon, qui va faire 2, 3, 4, 5, 10 autres maisons d'édition. Ça veut dire que sur la même personne, il pèse de plus en plus de responsabilités. Et donc, c'est là où on voit que les éditeurs ont énormément de travail, ils croulent sous le boulot. Et des fois, c'est au détriment aussi de certaines publications. Donc, c'est pas évident. Et donc ça, cette mutualisation, elle est vraiment importante à avoir aussi en tête, de se dire, tiens, un éditeur m'intéresse, est-ce que je pourrais avoir ma place chez lui? Est-ce qu'il pourrait s'occuper de moi, vraiment? Ou plutôt un plus petit éditeur, mais qui fera mieux le travail. Et finalement, on aura plus à cœur de publier le texte dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est quand même important. Et pour souligner ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la veille des auteurs étrangers, donc moi, j'ai une agent littéraire qui s'occupe de moi. Elle représente, entre autres, alors c'est marrant parce qu'elle s'appelle la Nouvelle Agence, mais c'est la plus vieille agence en France. Et elle existe depuis les années 70. Et donc, il représente Dan Brown, il représente Paris Ginslark, etc. Effectivement, comme tu dis, il faut faire les acquisitions des droits de ces auteurs étrangers, et c'est vraiment pas donné, pour trouver, bien sûr, après un éditeur français de l'autre côté. Donc, la partie édition... Là, par exemple, ma prochaine publication sera aux éditions de La Martinière. Elle publie un Islandais, elle publie des auteurs aussi étrangers. Et ça, pour la maison d'édition, c'est important parce que ça lui donne aussi une certaine visibilité. Quand j'étais chez Belfond, c'était Harlan Coben, par exemple, qui était très mis en avant. Donc du coup, on sait qu'aussi, en tant qu'auteur français, on a des concurrents de cette dimension-là qui sont là, qui occupent pas mal nos éditeurs, avec des chiffres qui sont très supérieurs aux nôtres. Donc du coup, c'est aussi des choses à avoir en tête, de se dire chez qui je vais, qui est représenté là-bas, qui est publié dans cette maison d'édition. Et ils sont malins, les éditeurs, ils ont des scouts, c'est-à-dire du scouting, c'est-à-dire des gens qui sont dans des pays étrangers, qui sont là pour travailler pour les éditeurs, pour rabattre des textes en disant tiens, tel éditeur, tel auteur est en train de monter, ça peut être intéressant chez toi de le publier aussi en France. Donc, inversement, bien sûr. Avoir des auteurs, des personnes qui surveillent le marché français. Et c'est pour ça qu'en tant qu'auteur, moi, une des premiers échanges que j'ai pu avoir avec mon éditrice, même avec mon agent littéraire aussi qui me représente, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour toi en tant qu'auteur pour te représenter à l'étranger? Parce que certains auteurs français vivent finalement bien de leur écriture, parce qu'ils ont des succès en Allemagne, ou des succès dans d'autres pays voisins, alors que chez nous, ils n'existent pas. Donc c'est assez paradoxal parfois, mais ça compte vachement d'avoir cette possibilité finalement d'exister dans des pays voisins. Et puis c'est un régal de se dire on va dans le pays d'à côté, et puis finalement on a des lecteurs qui sont là. Enfin ça c'est quand même plutôt chouette, quoi. On a parlé donc de la catégorie auteur, on a parlé de la catégorie éditeur, mais ça reste très tourné autour du livre, et le livre ne peut exister sans marché. Lorsque tu as monté ta maison d'édition, Samuel vient de parler de responsable librairie. Quel était le lien entre ta maison d'édition et le lecteur en fait? Est-ce que c'était directement avec la librairie? Est-ce que c'était avec un distributeur-diffuseur? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est? Nous, en fait, on a
longtemps hésité quand on a monté cette petite maison d'édition, parce qu'on était deux, je précise, j'étais avec un ami à moi. On s'est dit, on avait une petite mise de fonds à mettre. On s'est dit, est-ce que on joue le tout pour le tout en passant par un distributeur-diffuseur qui va se charger ensuite, voilà, de faire que cet ouvrage soit disponible dans un grand nombre de librairies en France, ou mais qui va prendre un certain pourcentage. Ça va faire des coûts énormes, et pour le coup, notre somme de départ, on va peut-être publier nos 2-3 premiers romans, et puis si ça marche pas, on va devoir arrêter. Ou est-ce qu'on, maintenant avec Internet et puis les réseaux et tout ça, on se débrouille un peu tout seul et ça va nous coûter un peu moins cher, on va pouvoir durer un peu plus longtemps. On a fait ce choix-là, donc de faire une petite boutique en ligne et de faire un petit réseau de libraires. Au plus fort, on était à 25 librairies, c'était pas une diffusion de malades, loin de là. Mais ça nous a permis de faire notre petit bonhomme de chemin sans passer par la caisse distribution-diffusion, qui pour le coup aurait eu un impact et nous aurait peut-être pas permis de publier autant, ou alors au contraire ça aurait explosé et on aurait passé un cap et on aurait beaucoup grandi. C'est un peu les maîtres du jeu, les diffuseurs distributeurs. Ça on le connaît pas dans l'édition, mais vu de l'extérieur, quand on est lecteur, on se rend pas compte, mais c'est fondamental. C'est-à-dire que l'une des premières questions quand on est auteur, c'est quel va être le tirage, mais quelle va être la diffusion derrière. Combien de livres il y aura de mis en librairie de notre... Et là, c'est l'éditeur, généralement, il s'avance pas trop sur ce genre de choses. Je reviens sur Julien, et du coup, là, de ce que tu es en train de me dire, c'est que cette partie de distribution en librairie, c'est une sorte de nouveau emploi qu'il y a dans l'édition, puisqu'on arrive à ne pas avoir besoin de distributeur-diffuseur avec l'édition et la vente en ligne, mais ça revient à un travail en tant que tel. Voilà, oui, se diffuser soi-même, c'est très très compliqué, parce qu'à la limite, dans l'économie du jeu de rôle, il y a possibilité, parce qu'il y a quand même moins de boutiques. Donc, alors c'est une charge énorme pour un éditeur que de s'autodiffuser, mais ça va être faisable. Pour un éditeur qui veut être présent très largement, ça va être quasi mission impossible. Il y a trop de librairies, il y a trop de gestion des stocks. Puis en plus, chaque librairie, c'est à qui va avoir la pile la plus importante, et négocier les emplacements, le meilleur emplacement à l'entrée du magasin, et tout se monnaie. Ah oui, là, c'est un métier. Non, c'est pas possible. Il y a des libraires aussi qui refusent d'accepter des livres qui n'ont pas de diffuseur-distributeur, parce que déjà, pour le renvoi de livres, c'est compliqué. Et enfin, c'est très dur. Donc là, on est en train de dire que pour être un bon éditeur, il faut avoir des compétences juridiques pour les contrats, il faut avoir des compétences littéraires pour la qualité des textes, il faut avoir des compétences de commercial, relationnel et management. C'est un homme complet. Du graphisme aussi, parce qu'il y a toute l'étape mise en page, couverture, etc., qui est aussi hyper... les illustrateurs, tout ça, qui va être hyper important aussi. L'identité visuelle. Une bonne porte d'entrée quand même, la couverture... Et là, maintenant, avec tout ce qui est les intelligences artificielles, est-ce qu'on ne peut pas se passer de graphiste? Tiens, tu vas te recevoir. Sujet délicat. On va bientôt pouvoir se passer d'auteur aussi, cela dit, donc ça... C'est ça. Et d'éditeur, du coup. Non, je pense que non. On est encore loin de pouvoir, mais c'est sûr que ce sont des outils Voilà, il faut les voir comme des outils qui accompagnent aussi le travail. Comme il y a 50 ans, on n'avait pas Internet. Aujourd'hui, on est moins nombreux à ouvrir l'Universalis, la grande bibliothèque qu'on avait à la maison. Bon, on utilise Internet pour trouver des choses. L'IA apporte aussi des réponses et des solutions. Mais après, il faut l'utiliser à bon escient comme un outil, parce que particulièrement et ce que tu disais tout à l'heure pour les traductions, l'exigence et le travail sur le texte, là, mais l'IA, il y a des années-lumière de pouvoir apporter une qualité à ce niveau-là, sans que ça se voit à la lecture. Pour des livres d'enfants peut-être, ou des choses très 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 formatées, basiques, vraiment, mais autrement, non, pour le moment, c'est pas possible. D'où l'importance aujourd'hui d'avoir des éditeurs qui veillent à ça, qui entretiennent en tout cas cette qualité d'écriture et ce travail. Et pour donner un exemple, par exemple, Amazon a reçu des quantités mais astronomiques de livres en auto-édition créés par l'IA. Bon, la machine, elle le voit immédiatement que c'est créé par l'IA. En plus, quand c'est donné par l'intelligence artificielle, les textes sont récupérés d'un côté ou de l'autre, donc là il n'y a pas de souci. Donc ça vient détériorer, ça ne vient qu'abîmer ceux qui s'auto-éditent finalement. Donc au contraire, les éditeurs doivent faire l'effort de l'édition traditionnelle pour se distinguer et puis proposer quand même aux lecteurs finalement des textes écrits par des vrais auteurs avec une sensibilité encore humaine. Mais c'est sûr que la maison d'édition, ça reste une entreprise à part entière, comme tu disais, avec plein de corps de métiers différents. Et il y a beaucoup d'éditeurs qui font appel à beaucoup de freelance aussi.
Exactement. Parce que ils n'ont pas forcément toutes les cordes qu'il faut à leur arc, et que ça peut être des agents pour l'international, ça peut être des correcteurs, beaucoup de correcteurs d'ailleurs, des relecteurs, etc. Donc d'ailleurs il y a même une plateforme aussi aujourd'hui là qui s'est développée, Éditez-nous, et qui sert de pré-check pour faire un filtrage de tous les textes reçus, et certains éditeurs s'appuient sur ces plateformes-là en leur disant voilà, nous on cherche tel ou tel genre, et puis donc à travers le filtre de cette plateforme ils vont récupérer, il y a des gens derrière qui font le travail. Donc on voit qu'il y a une délégation de certaines compétences pour que la structure en elle-même de la maison d'édition soit moins lourde à porter financièrement, et pour pouvoir se concentrer sur ce travail d'editing à proprement parler, quoi. Comme on disait, il y a plusieurs tailles, c'est vrai que pour les petites maisons d'édition, ils sont 2 ou 3, ils peuvent pas tout faire, en fait, tout simplement. D'où l'intérêt de mutualiser avec d'autres maisons d'édition. Je pense aux Indes de l'Imaginaire qui étaient 3 maisons d'édition qui ont regroupé des fonctions. On parle beaucoup d'édition là de manière extrêmement générique. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre éditer pour adultes, éditer dans du genre, mauvais genre, polar, etc., ou pour enfants? Est-ce que c'est les mêmes compétences éditoriales? Est-ce que c'est les mêmes structures? Qui va se lancer sur cette question piège? Là, il y a une grande différence. Moi, c'est vrai que alors l'univers, c'est 2 univers quand même, la jeunesse et puis le côté adulte. C'est pas les mêmes éditeurs, pas les mêmes réseaux, pas les mêmes sillons. C'est la seule différence que tu fais? Globalement, parce que vraiment, quand on est éditeur, quand on est, auteur dans des maisons d'édition pour adultes, etc., classiques, ou en tout cas avec tous les réseaux, parce qu'il y a des maisons d'édition qui font les deux, mais on a vraiment des gens différents, des secteurs différents, un traitement différent. Et je le vois exactement de la même façon dans l'audiovisuel que dans l'édition. C'est vraiment des réseaux tout à fait à part. Il y a ces auteurs qui sont jeunesse et spécialisés vraiment dans ce milieu-là, et malheureusement pour eux, ils sont un peu moins bien payés. Alors c'est pas très compréhensible, comme la bande dessinée, c'est un peu moins bien payé. Mais par contre, effectivement, c'est deux univers très très distincts, c'est clair. Tu as quelque chose à rajouter, ça? Oh non, pas spécialement, parce que je connais assez peu l'édition jeunesse. Du coup, toi, tu connais les éditions ludiques et les éditions romanesques. Et est-ce que tu vois une différence, une séparation, ou c'est à peu près les mêmes typologies? Cassius Belli était un grand éditeur de magazines de jeux. Et est-ce que c'est une maison d'édition en tant que telle ou pas? Alors on retrouve les mêmes postes, quasiment quand même. Il va y avoir des boulots, des postes de relecteurs, de correcteurs, etc. Des postes de graphistes. Au niveau du jeu de rôle, il y a beaucoup de travail d'illustration normalement aussi. C'est un budget qui va être peut-être plus conséquent qu'un roman. Il peut y avoir des cartes, il peut y avoir ce genre de choses des accessoires. Oui, il va y avoir de plus en plus maintenant, quand il y a des financements participatifs avec différents paliers, il va y avoir des dés spéciaux, l'écran du meneur de jeu, des fiches de personnages. Donc il y a un aspect un peu plus varié sur les productions. Après, sur l'objet livre, on reste à peu près sur les mêmes missions. C'est un format un peu différent. Et puis tu parles de financement participatif, donc beaucoup dans les arts ludiques, il y a eu visiblement une montée. Est-ce que pour les livres, le financement participatif marche, notamment avec les moutons? J'ai l'impression, oui, j'ai l'impression, parce que de plus en plus d'éditeurs s'appuient sur cette manne financière, cette possibilité-là de financer. Est-ce que économiquement, tu peux faire la différence entre l'édition traditionnelle et le financement participatif, d'un point de vue purement économique? Alors là, je ne saurais pas répondre à ça, parce que de ma petite expérience d'éditeur, c'est quelque chose qu'on n'a pas testé à l'époque. C'était un peu moins répandu, on était à la traîne, je sais pas, en tout cas on ne s'est pas trop penché là-dessus. Mais en tout cas, je sais que pour un petit éditeur, ça peut être aussi l'occasion de développer un plus gros projet avec une prise de risque un peu moindre, sur une réédition ou sur un format un peu plus luxueux. Ou moi j'ai un de mes bouquins là qui va sortir comme ça. L'éditeur, qui est un petit éditeur, s'est appuyé sur un financement participatif pour avoir les fonds pour sortir un beau format avec une qualité un peu supérieure. Mais c'est pas que les petits, parce que Mnemos, toute leur retraduction de Lovecraft, la gamme, toute la gamme par financement participatif, je crois qu'ils ont fait bien plus d'1 million d'euros. Tellement qu'ils ne savaient plus quoi faire de l'argent, donc ils ont proposé aux traducteurs de partir à Providence pendant une semaine en vacances aux États-Unis. C'était une ville de Lovecraft. Parce que qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent? D'un point de vue économique, en fait, la différence, comme tu le disais, dans les maisons d'édition, on attend d'avoir un chef-d'œuvre qui puisse financer des engagements, des paris, alors que dans le financement participatif, l'argent arrive avant. Donc en fait, le pari, il se fait si on a l'argent ou pas. C'est un retournement de la chaîne économique qui marche ou qui marche pas. Ce qui est bien, ça permet de faire la com, surtout, un beau projet de com, et de réunir des lecteurs qui vont se partager, qui vont, il y a 2 mois, pour
financer. Enfin, c'est vraiment... ça marche du tonnerre, hein, si c'est bien réussi. Ce que j'allais dire, il y a des grosses maisons d'édition qui ne voient pas forcément ça comme moyen de financement premier, mais par contre comme coup de com', de se dire on va déclencher une fan mania avec certains qui vont être de super relais après pour moyennant qu'on leur donne des cadeaux voilà, un petit peu sympas, et voilà, c'est plus utilisé encore comme un levier de com pour certains types de... Puis le lecteur peut être gagnant aussi, parce que là on parlait de Lovecraft, c'est vrai que pour ce qu'on appelle les early bird, là, ceux qui financent en premier, on peut se retrouver avec, pour un prix modique, l'intégrale de Lovecraft avec le coffret, les machins, reliés, dorés, les signés, enfin c'est puis un événement, un petit truc particulier en plus, c'est vrai que c'est sympa. Le truc de collector en fait, c'est ce qui plaît, hein, surtout en ce moment, on a tellement de livres, le marché est tellement saturé, que c'est aussi l'objet livre qui prime de plus en plus en fait, ou à s'offrir. Voilà. C'est juste un complément là-dessus, il y a eu une profusion de livres à un moment donné. Bon, il y a eu l'érosion quand même de certaines ventes de livres, donc pour compenser, les éditeurs multipliaient les publications. Pas grave, si un livre se vend 2 fois moins, je publie 2 fois plus, comme ça je vais avoir mon équilibre. Sauf qu'à ce jeu-là, les pauvres libraires, eux, ils ont une table qui fait 1m20, et puis on peut pas mettre 50 livres, hein, là où on en mettait 25 avant. Donc là, il y a eu un peu une rébellion des libraires par rapport à ça, et aussi pour la production quand même, il faut pas exagérer. Donc du coup, cet équilibre s'est refait, donc du coup ça recentre sur une qualité d'écriture, une qualité, on demande aux auteurs vraiment de proposer quelque chose d'assez sérieux pour publier des livres où l'éditeur s'engage à se dire j'en publierai un peu moins, mais par contre j'ai intérêt que ça marche, quoi. Donc il y a aussi une entente quand même avec les distributeurs qui disent bon ok, on va quand même jouer le jeu de vous mettre un peu plus de vos livres en librairie, par contre vous nous en proposez pas 10, quoi. Donc du coup ça évitera qu'il reste 10 minutes en rayon avant d'être chassé par c'est ça, parce qu'il faut quand même voir que la durée de vie d'un livre en librairie, ça on le sait pas forcément, et il a 3 mois de vraie vie. Le premier mois il est là sur la table des nouveautés, si la pile n'a pas descendu un petit peu, il va vite partir, au bout d'un mois on va en garder un seul, et puis dans un rayon et terminé, parce que les nouveaux arrivent toutes les semaines en fait. Donc il faut vraiment donner sa chance au livre, et aujourd'hui on est dans une société où tout va trop vite, hein. On scrolle sur nos écrans, etc. et tout, et c'est plus tout à fait aussi le mode de lecture qu'on pouvait avoir avant. Donc l'idée c'est de trouver un entre-deux quand même, de réussir à positionner les livres et leur donner leur chance, quoi. Question un peu piège pour Manon. Un auteur avec une bonne idée peut venir de n'importe quel milieu, scolaire ou culturel, et il suffit qu'il ait la bonne idée à un moment donné, donc il peut s'improviser auteur. Est-ce qu'un éditeur, quelqu'un peut s'improviser éditeur? Est-ce que tu as un avis là-dessus? C'est ce que tu sais que j'ai un avis là-dessus. Alors, personnellement, moi je pense pas, parce que justement j'ai vu des éditeurs, enfin quelqu'un qui... Tout le monde peut créer sa maison d'édition. Y a pas, on ne demande pas de diplôme, on peut le faire. Et les personnes que j'ai vues faire ça, le travail éditorial n'était pas là, les normes n'étaient pas là, le choix des... Enfin, moi j'ai ouvert des livres qui ont été édités comme ça, et puis j'ai tout de suite vu, après je sais pas si c'est parce que j'ai travaillé là-dedans, mais j'ai tout de suite vu que ça allait pas du tout, et c'était pas du tout la faute de l'auteur. L'auteur avait remis son texte, et son texte était... C'est comme si vous le mettiez tel quel dans Word, et puis paf, vous l'imprimez, et ça ne suit pas. Il y a les petites coquilles, il y a les petites erreurs, il y a tout ce qui manque dans un travail éditorial. Et en fait, pour moi, c'était du vol de faire ça en fait à un public, à des lecteurs. Je pense qu'il faut, avant de rentrer dans l'édition, il faut avoir un bagage. Après, je sais pas quel diplôme, combien d'années d'expérience, etc. Mais il faut savoir ce qu'on fait, parce qu'on n'est pas seul. On met en jeu ses auteurs, ses lecteurs et tous les acteurs du métier de l'édition et du livre. Et on peut pas s'improviser comme ça, éditeur. Ah, ça c'est super important pour moi là-dessus, c'est d'avoir rencontré et de travailler avec des éditeurs importants, que ce soit Albin Michel ou Belfond ou d'autres, et puis d'en côtoyer énormément, parce que en tant que scénariste, et puis je crée aussi ma boîte de production, donc du coup je fais des adaptations, je travaille beaucoup d'éditeurs, Michel Lafon, Fayard, etc. Le dénominateur commun pour être éditeur, il faut être un amoureux du texte en fait. Si un éditeur n'est pas amoureux du texte, c'est mort. C'est impossible que ça marche. Si quelqu'un veut faire ça pour de l'argent, entre guillemets, ou de façon commerciale,
C'est impossible, c'est Ça se trop, voit. ah ben oui, le texte, c'est trop d'émotions sur un nombre de pages, enfin en quantité, on peut pas tromper comme ça, c'est pas possible. On peut tromper sur une page, mais pas sur 1000, je sais pas quoi. Hein, voilà, on peut pas faire de. Mais vraiment, il y a de ça. Et là, j'ai une de mes éditrices qui est partie à la retraite. Ben, c'est une vraie amie, quoi, parce qu'on est attaché sur les textes. Et puis pour elle, ses auteurs, c'est ses enfants, quoi. Donc on se retrouve, on organise une soirée sympa sur Paris. Et c'est des vrais moments d'émotion. Et c'est cet amour de texte qui est là. Et c'est ça qui a fait tous les succès qu'elle a pu faire dans une maison d'édition. Et je crois profondément à ça. Donc là maintenant, quand j'ai un échange avec un éditeur, c'est l'œil qui brille avec ça. Et sinon, ça marche pas. Tu as un avis sur la question? Oui, je pense que, moi j'ai de plus en plus tendance à aborder ma réflexion autour de la division des tâches au sein de la chaîne éditoriale, de la fabrication du livre. Et en fait, moi je me dis que de plus en plus, c'est assez malheureux finalement que l'auteur il vienne, il dépose son manuscrit, et voilà, après il s'occupe plus de rien. Et c'est Pierre Kropotkin qui disait au début des années 1900 sur la division du travail, ce serait intéressant que chacun, mais même dans d'autres corps de métier, touche un peu à tout et qu'on soit pas, il y en a un qui écrit, il y en a un qui fait le 4e de couverture, il y en a un qui corrige, il y en a un qui illustre. Alors ça veut pas dire qu'on mélange tout n'importe comment. Mais je trouve que il pourrait y avoir un peu plus d'implication de l'auteur à différentes étapes clés dans le processus éditorial. Alors voilà, certaines maisons d'édition vont vous consulter pour la couverture, il y en a d'autres où il n'y a pas son mot à dire. Pour le 4e de couverture derrière, qui va permettre de donner envie ou pas, c'est pareil, des fois on va demander à l'auteur de l'écrire, des fois il n'a pas son mot à dire. Le format, tout ça, enfin moi je trouve Pour que la voilà... couverture, il y a des anecdotes quand même qui sont assez drôles. Il y a l'éditeur qui va proposer 3 couvertures à l'auteur, il y a un pixel qui change. Oui, non, mais Tu préfères laquelle? non, mais c'est vrai, moi je me dis que sur ces métiers-là, voilà, il pourrait y avoir un peu plus de circulation des opinions, des idées, un peu plus d'échanges, quoi. Tout le monde Ça y gagnerait. éviterait des erreurs. Hein. Oh, Des aussi. fois, Ouais. des fois, on voit des choses. Des 4e de couverture qui n'ont rien à voir avec le bouquin. Ouais. Oui, ou des couvertures Ouais, un peu hasardeuses, des fois. C'est comme avec les traducteurs et les auteurs. Mm. C'était Patrick Couton qui en parlait avec Terry Pratchett. En fait, des fois, on n'est pas sûr de la blague, on ne sait pas comment la traduire, ou on n'a pas compris tel truc. On envoie un mail, on discute avec l'auteur, et c'est comme ça qu'on fait une bonne traduction. Je fais une parenthèse, Patrick Couton et Terry Pratchett. Terry Pratchett, c'est le 3e plus gros auteur d'imaginaire. Tolkien, C'est un Rowling et Britannique. Pratchett. Ok, ouais. Voilà, en fantaisie humoristique, burlesque. Oui. Cette table ronde touche à sa fin, c'est maintenant l'heure des questions au public. Donc si jamais vous voulez interpeller l'un des auteurs ou balancer des tomates, vous pouvez. Sur Pierre-Marie, évidemment. Par exemple. Bio, s'il vous plaît. Et française. Ah oui, c'est important. J'ai des Française. lunettes, non. Pas d'interrogation. Toujours la première question qui est compliquée. Ouais. Si, j'en ai vu. Est-ce qu'il y a du débouché justement dans le monde de l'édition au niveau travail? Ah oui, bah pour moi c'est plus qu'évident, j'en parlais tout à l'heure. Voilà. Pourquoi? Parce que non seulement l'édition aujourd'hui elle s'élargit, aujourd'hui l'audiovisuel compte énormément. Et travailler dans l'édition, c'est avoir une plus-value énorme sur les textes, sur les histoires, sur la dramaturgie, sur l'ensemble de la chaîne d'un récit en fait. Et c'est très 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 demandé dans toutes les maisons de production audiovisuelle, direction littéraire, etc. Parce que cette qualité de travail sur l'écriture, sur la création des histoires, des personnages, etc. est indispensable. Donc à la fois il y a la possibilité vraiment dans l'édition aujourd'hui de trouver sa place, même si voilà, il n'y a pas non plus autant de maisons d'édition que d'ingénieurs en entreprise, mais il y a quand même beaucoup de place, mais aussi dans l'audiovisuel. Il ne faut pas oublier vraiment toutes les possibilités, les ramifications supplémentaires qui s'ouvrent et qui sont aujourd'hui très très importantes, quoi. Et puis il y a aussi, indépendamment de l'édition romanesque, toute l'édition académique. Bien sûr. Alors c'est souvent fait par des académiciens, mais c'est vrai que des fois où il y a des postes qui s'ouvrent pour des ressortissants de métier de l'édition, d'un diplôme d'édition. Après, il ne faut pas se cacher que les plus grosses maisons sont à Paris. Oui. Donc souvent quand on a fini ses études, on va faire ses stages et ses CDD, ses premiers CDI plutôt vers Paris, même si c'est constellé en France, mais bon, voilà, souvent il va falloir partir. Et puis on l'a vu avec notamment Netflix ou des choses comme ça, il y a beaucoup de livres qui ont des adaptations en jeux vidéo et en audiovisuel comme tu dis. Donc l'édition c'est plus que les livres. Mais il y a les manuels scolaires, enfin il y a tout...
il y a plein de choses. Mais il y a quand même du travail en province. Oui, parce que alors, Il y a Bah, des éditeurs. ouais, Alors il y en a, ouais. il y en a, mais c'est des, enfin, c'est moi je parie pas là-dessus. Après, pour parier là-dessus, ce que je disais à mes élèves à la faculté ou autres, c'est n'attendez pas la fin de vos études. Pendant vos études, faites des stages, allez à des salons du livre, devenez bénévole. En fait, participez à la vie locale, Intégrez-vous au réseau. à la vie c'est culturelle de votre de votre ville, village, etc. Et là, à la fin de vos études, vous verrez les opportunités qui se créent, ou vous pourrez vous-même créer vos opportunités. Mais il faut s'investir pendant ces études, en fait. Parce qu'effectivement, là, les 80%, je pense, des postes sont à Paris. Alors, Après, il y a du télétravail aussi, voilà, peut-être. en fait, il y a énormément de qui peut télétravail. aider, Par ouais. exemple, Après, là, pas pendant un stage, Ouais. mais après, oui. Après, ouais, parce Oui, que oui. moi j'ai beaucoup de directeurs littéraires ou chargés de développement avec qui je travaille, qui sont dans des boîtes de production parisiennes, mais qui habitent à Rouen, qui habitent à Nantes, qui habitent vraiment un peu partout. Donc aujourd'hui, ça s'est beaucoup démocratisé quand même. C'est pratique, donc c'est quand même assez utile. Et puis aussi, pour rajouter sur les débouchés, toutes les plus ou moins grandes villes de province, eh bien, quand on a fait un parcours dans l'édition, on peut tout à fait avoir sa place au niveau culturel dans la ville, Oui. Pour les événements, etc. Dans Enfin, les mairies, et c'est une oui, richesse, justement, on en a besoin. dans l'événementiel. Et on n'a pas de personnes qui ont été qualifiées, justement, qui ont travaillé dans l'édition. Et quand je vois tous les salons qui sont organisés dans les villes à droite et à gauche, les éditeurs viennent, se déplacent sur les salons, les auteurs aussi, et les intervenants sur place ne sont pas forcément des gens qui ont des compétences dans le domaine de l'édition. Donc si vous avez cette compétence-là, ben, c'est génial, vous êtes privilégié en première ligne dans votre ville, c'est vous que la mairie voudra embaucher ou les entreprises privées voudront chercher. Donc il y a vraiment plein d'opportunités qui peuvent se créer un peu partout à ce niveau-là. Et puis, alors là, on parle du territoire français, mais l'édition française est assez réputée, et donc tout ce qui est pays francophone, il y a des débouchés. Bien sûr. Mais effectivement, en France, c'est en début de carrière, Paris, quasiment une place obligatoire. Très bien. Ben, je vous remercie pour votre présence, j'espère que ça vous a intéressé. Merci.